Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, ce dimanche, on fait une vidéo un petit peu particulière. On ne va pas forcément parler que des crypto-monnaies. J'ai envie en fait qu'on traite d'un sujet. Alors, c'est un sujet que je pense beaucoup de personnes ont déjà vu, qui a déjà été traité, mais je ne vais pas du tout le traiter de la même manière. On va parler liberté financière, mais je pense que vous me connaissez. On va parler en fait de liberté financière sans bullshit. Donc, il y aura une série en fait de vidéos qui va parler de qu'est-ce que c'est concrètement la liberté financière et comment est-ce qu'on fait concrètement pour l'atteindre. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la liberté financière? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur qu'est-ce que la liberté financière. Est-ce que ça veut dire que vous allez devenir multimillionnaire, que vous allez rouler en fait dans une Ferrari? Parce que c'est un petit peu l'image qu'ont les gens de la liberté financière, c'est un petit peu cette Ferrari rouge. Moi, je trouve ça complètement stupide. Parce que la liberté financière, c'est absolument pas être multimillionnaire, c'est absolument pas être bling bling ou se la péter. Il y en a qui le font, ça leur fait plaisir, tant mieux. En tout cas, pour moi, la liberté financière, c'est juste la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut. La liberté en fait de ne pas avoir besoin de travailler pour l'argent, la chance de ne plus avoir de patron, la chance d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à tous ses besoins. Chacun a des besoins différents. C'est vraiment la liberté en fait de faire ce qu'on veut. Ça veut dire que si demain je veux partir à Tokyo, je prends un billet, je me barre à Tokyo et il n'y aura aucune incidence, absolument aucune. Je n'ai pas à demander à prendre des congés, je n'ai pas à prévenir tout le monde. Non, non. La liberté financière, c'est juste de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Donc bien sûr, pour faire ça, il faut un minimum de moyens. Mais tout le monde n'a pas envie en fait tout simplement d'une vie de multimillionnaire. Beaucoup de personnes aimeraient juste être indépendants financièrement. Ça veut dire être capable de gagner 1000, 2000 euros par mois sans avoir forcément à troquer leur temps contre de l'argent. C'est vraiment ça le principe de la liberté financière. Est-ce que liberté financière veut dire qu'on ne fait plus rien? C'est complètement faux. J'ai jamais autant travaillé depuis que je suis libre financièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, le travail, c'est plus du travail, c'est juste du plaisir. C'est parce que j'ai envie de le faire. Et quand vous avez envie de faire quelque chose, vous ne le considérez plus comme du travail et vous pouvez faire ça durant des journées entières, durant des semaines entières. Alors après, bien sûr, on est libre. Donc si durant une semaine, on a envie de rien faire, on veut se déconnecter, on veut partir en vacances, on peut le faire sur un coup de tête, bien sûr. Et c'est ça en fait la liberté financière. Donc c'est être capable de se générer des revenus sans vendre son temps contre de l'argent et en automatisant au maximum les choses. Alors bien sûr qu'après 5 années, 10 années en étant libre financièrement, on peut se permettre de beaucoup moins travailler et de quand même continuer à gagner beaucoup d'argent, bien sûr. Mais quand on débute, croyez-moi qu'on n'a jamais autant travaillé au début en étant libre financièrement. On travaille même beaucoup plus qu'en étant salarié. Donc, le mythe du « moi, je vais être indépendant financièrement parce que je veux me la couler douce », je pense que vous n'avez pas du tout compris qu'est-ce que l'indépendance financière et surtout, vous n'arriverez jamais à l'atteindre en pensant comme ça. Il faut avoir envie en fait de faire quelque chose, il faut avoir envie de travailler et surtout en fait donc de ne pas croire qu'on travaille, qui veut dire faire quelque chose qu'on a envie de faire. Et pas en fait qu'on se force à faire. Dès l'instant où vous vous forcez à faire quelque chose, vous n'êtes pas libre, vous êtes en train de travailler et faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Donc très important. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire être riche? Être riche, ça veut juste dire que vous êtes capable de vous payer tout ce que vous avez envie de vous payer. Concrètement, il y a beaucoup de personnes comme moi qui n'en ont rien à faire des belles voitures, qui ont les moyens en fait de s'acheter n'importe quelle voiture, mais qui vont juste se contenter en fait d'une voiture lambda. Parce que tout simplement, on s'en fout. On s'en fout complètement. Et on n'a pas besoin en fait d'avoir par exemple des Rolex, des montres à 30 000 euros. On s'en fout. Mais être riche, ça veut dire, pour moi en tout cas, qu'on est capable de se payer ce qu'on veut. Si demain, je veux partir en vacances où je veux, à Miami, à Tokyo, à Hawaï, on s'en fout. D'accord? J'ai aucune contrainte financière, je peux le faire. C'est ça en fait être riche, c'est être capable de pouvoir se payer ce qu'on a envie de se payer. Et c'est pour soi, c'est pas pour les autres. Très important, tout ce qu'on achète, même les jouets, comme les voitures, etc., qui sont des jouets, c'est pour vous en fait, c'est pas pour les autres. Parce que si vous pensez à acheter un truc pour les autres, honnêtement, je pense que vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est qu'être riche et qu'est-ce que c'est que la liberté. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on atteint la liberté financière? En fait, est-ce que la liberté financière, c'est un truc de nouveau?
Parce que très souvent, on a l'impression que c'est un truc qui est récent. Mais en fait, ça existe depuis toujours. La liberté financière, ça existe depuis des centaines d'années. Depuis des centaines d'années, il y a des personnes qui sont libres financièrement, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, qui sont-ils? Alors, bien évidemment, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait tout le système de caste, de cases. Toi, ton père est boulanger, donc tu seras boulanger, etc., etc. Donc, forcément, c'était beaucoup moins accessible. Mais aujourd'hui, la seule différence, c'est que c'est accessible pour tout le monde. C'est ça, en fait, la seule différence. Mais il y a 100 ans, il y avait en fait déjà plein d'entrepreneurs qui gagnaient beaucoup d'argent et qui étaient libres en fait de faire tout ce qu'ils voulaient. C'est pas nouveau en fait la liberté financière, mais ce qui est nouveau, c'est l'accessibilité à la connaissance, c'est en fait le fait de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, notamment grâce à Internet. Donc on va dire que depuis maintenant une quinzaine d'années, on va dire qu'il y a vraiment une démocratisation de la liberté financière. Auparavant, c'était plus réservé à une caste et malheureusement, si tu n'es pas né dans la bonne case, au bon endroit, dans le bon pays, dans la bonne famille, eh ben, c'était mort pour toi. Tu ne pouvais pas être indépendant financièrement. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément un problème parce que vu qu'il y avait très peu d'accès à l'information, en fait, personne ne le savait. Donc, vu que tout le monde l'ignore, en fait, tout le monde s'en fout. Et ceux qui connaissent et ceux qui pouvaient le faire, eux, ben, tant mieux pour eux. Et tous ceux en fait qui ne pouvaient pas le faire, en fait, c'est juste qu'ils ne le savaient même pas. Donc, au final, ce n'est pas forcément grave. Maintenant, j'ai envie de dire, tout le monde y a accès, tout le monde le sait. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être indépendant financièrement, libre financièrement? Pas du tout. Loin de là. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément voué à être libre financièrement. Parce que je vais ensuite vous présenter qu'est-ce qu'il faut faire pour être libre financièrement. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire ça. Il y a des personnes qui se contentent très bien de faire leur travail, de travailler la journée, de rentrer, d'avoir leur petite maison et c'est tout. Et ils aspirent à rien de plus et ils sont heureux comme ça. Et tant mieux pour eux en fait. Donc tout le monde n'a pas à être indépendant financièrement. Et il ne faut pas en fait commencer à dénigrer toutes les personnes qui ne veulent pas l'être. Parce qu'il y a plein de personnes qui veulent une vie sans risque. Parce que être libre financièrement, ça veut dire que vous prendrez en fait des risques. Tout le monde n'est pas fait pour prendre des risques. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, quand j'entends en fait tout le monde dire tout le monde peut être libre financièrement, je suis désolé, c'est du bullshit. C'est du gros bullshit. Parce que pour être libre, il faut d'abord être capable de prendre des risques. Et tout le monde n'est pas capable de prendre des risques. Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux risques. Donc certaines personnes ont plus de facilité, d'autres beaucoup plus de difficultés. Et même il y a plein de personnes qui ne veulent pas être libres. Ils sont très bien en fait dans leur vie et ils n'aspirent pas à mieux. Et j'ai envie de dire c'est tant mieux pour eux. Parce que le but de la vie, c'est quand même d'être heureux. Si vous êtes heureux dans ce que vous faites, il n'y a pas besoin en fait de devenir libre. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas heureux en fait dans leur vie et qui veulent devenir libres et qui vont faire ce qu'il faut pour devenir libre. Mais il faut quand même bien comprendre que tout le monde ne peut pas aspirer à être libre financièrement. Ça, j'espère que c'est clair parce que c'est pas ce qu'on dit souvent. On dit tout le monde peut faire ça, tout le monde. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas être trader. Tout le monde ne pourra pas investir dans l'immobilier pour vraiment dégager une grosse rentabilité. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut arrêter en fait de dire que tout le monde peut tout réussir. Non, non, non. Il y a des vocations, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre de risques. Ils ne peuvent pas parce que de par peut-être leur éducation, de par leur mode de vie, ils ne peuvent pas prendre de risques. Et donc forcément, en fait, tout le monde ne peut pas devenir libre financièrement et ne peut pas en fait prendre suffisamment de risques pour le devenir. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut le devenir? Il y a 3 principaux piliers pour devenir aujourd'hui libre financièrement. Le premier, c'est la bourse. Bon, je pense que là, la bourse, ça va choquer personne. La bourse, ça comprend quoi? Les actions, les obligations. Alors, obligations, c'est tout simplement les crédits. C'est la dette, tout simplement, donc la dette d'État ou d'entreprise. On va avoir les fonds, donc les fonds qu'on peut dire actifs. Ça va être des fonds qui vont être gérés en fait par des personnes qui vont essayer en fait de bien investir votre argent. Et les fonds passifs, comme par exemple les ETF qui vont être indexés sur des indices boursiers comme le CAC 40 par exemple. Donc si on investit en fait dans le CAC 40, c'est un fonds passif. Et ensuite, les crypto-monnaies, bien évidemment. Donc on va dire que principalement, la bourse, il y a 4 moyens aujourd'hui pour s'enrichir avec la bourse. Mais on va dire qu'il y a principalement 3 types d'investisseurs ou de spéculateurs, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a l'investisseur. Donc l'investisseur ne va pas forcément devenir libre financièrement juste en investissant. En général, on va investir pour soit
se créer un capital pour le futur, notamment pour la retraite. Alors, on vous dit souvent, vous n'aurez pas de retraite. Alors, dans la réalité, bon, vous aurez une retraite. La question à se poser, c'est à partir de quel âge vous aurez une retraite et surtout, de combien sera votre retraite par rapport à votre dernier salaire. Et ça, on le sait aujourd'hui. On sait que ce chiffre va faire que baisser. Et il y a même pas mal d'estimations qui disent que des personnes de mon âge, donc qui vont avoir bientôt 30 ans, vont recevoir à peine 50% de leur dernier salaire. Donc vivre avec 50% de son dernier salaire, je pense que ce n'est pas forcément l'idéal. Donc investir, c'est une solution. Investir dans les actions, obligations, alors de préférence actions si on veut quand même gagner quelque chose. Les fonds, donc ça peut être des fonds actifs, fonds passifs, ça peut être des fonds en euros, etc. Alors bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas forcément hyper intéressantes, d'autres qui le sont plus. Il y aura une vidéo qui sera vraiment dédiée pour parler de la bourse et les crypto-monnaies. Donc c'est pareil, tout le monde n'est pas capable d'investir dans toutes ces classes d'actifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des prises de risque qui vont être différentes. Par exemple, les cryptos, c'est beaucoup plus risqué que les actions ou les obligations. Par exemple, les fonds en euros, c'est très très peu risqué. Donc forcément, le rendement après n'est pas forcément élevé. Il faut aussi comprendre que qui dit risque dit rendement. Et on ne peut pas avoir du rendement sans risque. Ça aussi, c'est très important. Mais c'est pareil, tout le monde ne peut pas avoir son porte-monnaie qui fait moins 20, moins 30, moins 50%. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, les investisseurs, eux, ils vont vraiment investir pour le futur et ils ne peuvent pas en fait espérer gagner quoi que ce soit en quelques mois ou en quelques années. En général, on investit pour protéger avant tout son capital de l'inflation, premier point. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas investir en fait sur un livret A, car le livret A aujourd'hui vous rapporte moins que l'inflation. Donc ça veut dire que sur un livret A, votre argent perd de la valeur. Donc il faut absolument le mettre ailleurs. Et en plus, on vous fait croire que le livret A, ce n'est pas risqué, mais qu'est-ce que le risque au final? Parce que moi, je trouve que placer son argent pour qu'il perde de la valeur, mais c'est un risque énorme parce que votre argent perd de la valeur au fil du temps. Donc ça, pour moi, c'est un risque. Donc vous voyez qu'au final, le risque, on peut toujours en fait l'évaluer d'une manière différente, bien sûr, en fonction des personnes. Ensuite, il y a les day traders et les swing traders. Donc eux sont des personnes qui vont vraiment créer une activité grâce à la bourse. Donc ça peut être les cryptos ou les actions principalement. Donc le day trader et le swing trader. Le day trader, c'est vraiment celui qui va trader, donc échanger des actions, acheter, vendre ou des cryptos durant une journée. Le swing trader, c'est une personne qui aura une stratégie en fait de trading beaucoup plus passive et qui ne va pas en fait passer toutes ses journées devant les graphiques. Il va uniquement prendre des gros signaux de grandes tendances. Donc le swing trader, pareil, il ne peut pas vivre du swing trading tout de suite. Il faut d'abord qu'il ait un capital et un certain capital et ensuite être suffisamment patient pour investir au bon moment. Parfois, il faut attendre 1 année, 2 années, 3 années, 5 années pour être capable de vraiment générer suffisamment d'argent et ensuite devenir libre financièrement grâce au swing trading. Le day trader, c'est un petit peu différent. Alors pareil, le day trader, il faut un capital. Ça, on ne vous le dit jamais. Pourtant, il vous faut un capital et assez conséquent. Honnêtement, pour être day trader ou même swing trader, à mon avis, il faut au minimum, on va dire entre 20 000 et 30 000 euros, même si l'idéal, c'est plus dans les 50 000 euros, voire même plus. Jusqu'à 100 000 euros, c'est vraiment ensuite des beaux capitaux pour pouvoir ensuite trader correctement, avoir une bonne gestion des risques et être capable de gagner suffisamment d'argent pour devenir libre. Parce que oui, vous pouvez avoir un petit capital, gagner un petit peu d'argent, mais ça ne sera pas suffisant pour être libre financièrement. Car si vous avez, imaginons, un capital de 10 000 euros, vous ne serez pas capable de générer 2 000, 3 000, 4 000 euros tous les mois. C'est impossible. Faire 40% tous les mois en trading, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc, vous ne pourrez pas être libre. Et c'est pour ça qu'il faut obligatoirement avoir un gros capital. Alors après, on peut commencer avec un petit capital, avec un travail à côté, le faire grossir et quand il est suffisamment gros, vous aurez atteint une certaine expertise et vous pourrez basculer uniquement en faisant du trading. Ça, c'est possible. Mais il faut comprendre que le trading, autant le day que le swing trading, et le swing trading, c'est encore pire parce qu'il faut être ultra patient. Alors, le day trading aussi, c'est pareil. Si le marché n'est pas haussier, on ne peut pas croire qu'on va faire du 10-20% par mois. Non, ça, on peut le faire en fait dans un marché qui est extrêmement haussier. Alors oui, on peut prendre des positions vendeuses, etc. Mais vous ferez beaucoup moins de performance. Donc ça, c'est pareil. Pour le trading, il y a des tendances. Et quand le marché n'est pas haussier, honnêtement, on gagne beaucoup moins. Mais ça, c'est pareil. En général, on ne vous le dit pas. Bon, ça, il y aura une vidéo sur ça, donc je ne vais pas forcément plus rentrer dans le détail. Maintenant, on va parler en fait de l'immobilier. C'est
Le deuxième pilier aujourd'hui pour s'enrichir. Est-ce que l'immobilier vous permet en fait de devenir libre financièrement rapidement? Oui et non. Donc l'immobilier, l'avantage c'est que vous pouvez commencer à gagner de l'argent tout de suite. Contrairement à la bourse où malheureusement il faut être patient, parfois il faut être très patient et c'est difficile en fait de commencer à tout de suite gagner. Le plus gros avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier. L'effet de levier, ça veut dire que vous êtes capable d'emprunter de l'argent qui va travailler pour vous alors que l'argent n'est même pas à vous. C'est ça en fait qui est hyper intéressant avec l'immobilier. Donc l'immobilier, il y a plein de façons différentes d'investir. Donc moi, j'ai mis des petits astérix. Bon, quand ça veut dire 3 astérix, ça veut dire que je me considère quand même comme expert du domaine et que je maîtrise vraiment très très bien le domaine. Donc les actions, ça fait maintenant plusieurs années et surtout depuis cette année que vraiment je me forme activement au marché financier. Mais c'est clairement un marché qui est beaucoup plus complexe que le marché des crypto-monnaies. Donc il y a vraiment beaucoup plus de choses à apprendre. Donc pour l'instant, même si ça fait plusieurs années au final que je me forme, que j'apprends beaucoup de lectures, de formations, je ne m'estime pas encore un expert du domaine. Il y a encore beaucoup à apprendre. Donc ensuite, je reviens dans l'immobilier. Donc location courte durée. Moi, je fais de la location courte durée sur Maurice. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle pas trop parce que c'est un marché de niche qui n'est pas accessible à tout le monde, qui dégage une très forte rentabilité, bien plus qu'en France. Dites-vous que la location courte durée sur Maurice, on peut largement atteindre les 15, 20, 25% de rentabilité par an. Donc oui, c'est énorme, c'est inatteignable sur le marché français. Pourquoi? Parce que c'est un marché de niche qui n'est pas accessible à tout le monde, ce n'est pas un marché ouvert au monde. La fiscalité, ce n'est pas du tout la même. Le coût d'achat, ce n'est pas du tout le même. Donc voilà, il y a plein de choses qui font qu'au final, c'est différent. Et en plus, à Maurice, il fait tout le temps beau. Donc la location saisonnière, c'est toute l'année. Donc ce n'est pas le cas en France par exemple. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, mais j'en fais quand même pas mal à Maurice et voilà, ça peut vraiment rapporter beaucoup. Mais pareil, c'est un marché vraiment de niche et qui dit marché de niche qui rapporte une très forte rentabilité dit que peu de personnes savent comment le faire. Ça aussi, c'est important de bien le comprendre. Ça veut dire que n'importe quel investissement qui va dégager une rentabilité supérieure à la moyenne, c'est un investissement de niche. Ça veut dire que peu de personnes sont au courant, peu de personnes le font. Mais si beaucoup de personnes commencent à en parler, c'est terminé. La rentabilité va forcément baisser pour revenir à la moyenne. Ça, c'est obligatoire. Donc, toute personne qui vous dit ou qui vous vend une stratégie miracle pour dégager une rentabilité en fait de malade, plus que la moyenne, etc., c'est pas possible en fait parce que s'il la vend, ça veut dire qu'il y a déjà en fait plein de personnes qui l'ont acheté, qui vont l'appliquer et donc au final, ça va se répandre et en quelques années, pouf, la rentabilité, elle va baisser. Un investissement ne peut être que ultra rentable quand il y a très peu de personnes qui le font. Quand il y a trop de monde qui le font, vous devez absolument, enfin, la rentabilité va automatiquement baisser. Donc quand tout le monde parle d'immobilier, eh bien, imaginez-vous bien qu'il va falloir faire ce que les gens n'aiment pas faire en immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher des biens en dessous du prix du marché, ça veut dire savoir les négocier, ça veut dire vouloir faire des travaux, beaucoup de travaux, etc. etc. Parce que tout ce que les gens en fait veulent faire et tout ce qui est facile à faire, vous ne pouvez pas tirer une forte rentabilité. Ce n'est pas possible. Pour avoir un gros retour sur investissement, il faut qu'il y ait peu de personnes qui soient capables de le faire et qui acceptent également de prendre le risque. C'est aussi pour ça que plus vous prendrez de risques, plus vous pourrez avoir un retour sur investissement qui sera important. Bien évidemment, le risque, ça implique quand même d'aussi pouvoir perdre de l'argent, bien sûr. Alors, on a quoi dans l'immobilier? Location longue durée et courte durée. Donc longue durée, ça peut être du meublé ou du non meublé. Ça pour le coup, voilà, on sait que ça rapporte pas grand-chose, quoi. Donc là, ça rapporte dans la moyenne, quoi. Sauf si vraiment vous avez réussi à acheter un bien en dessous du prix du marché, que vous l'avez rénové, qu'il est ultra bien placé, oui. Mais il y a plein de conditions. Donc l'immobilier, c'est aussi très complexe et il y a beaucoup en fait de conditions à prendre en compte. On peut faire de l'achat-revente. Ça aussi, ça peut rapporter beaucoup. Comme au final, on peut complètement se foirer et perdre de l'argent. Donc c'est juste acheter un bien. En général, on le retape et on le revend. Ou alors on achète un bien qui est en dessous du prix du marché pour X raisons parce qu'il y a un décès, il y a un divorce, etc. Donc là, boum, on l'achète cash et on peut négocier donc un prix encore plus faible. Et ensuite, boum, on le revend d'affilée. Et alors bien sûr, en général, pour la fiscalité, etc., il faut attendre un petit peu, etc. Mais bon, bref, vous pouvez dégager 10, 15, 20% et forcément, ça dégage des grosses sommes. Mais ça c'est pareil. Honnêtement,
commencer par de l'achat-revente, c'est quasiment pas possible. Ensuite, il y a de la colocation. La colocation, c'est pareil. Il y a 10 ans, personne n'en faisait, personne n'en parlait. Sur YouTube, personne n'en parlait. Donc, ça dégageait une très, très haute rentabilité. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc, si tout le monde en parle, on ne peut pas espérer un rendement exceptionnel. Non, vous aurez un rendement classique. Donc, ça dégage une forte rentabilité, beaucoup plus au final que de la location longue durée, voire de la courte durée, notamment en France, parce que la courte durée en France, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a pas mal de nouvelles lois qui arrivent justement dans les grandes villes pour Airbnb et Booking. Donc, on va dire que la colocation, pour le coup, ça rapporte plus. Mais c'est pareil. Quand vous en faisiez il y a 10 ans, ça vous rapportait beaucoup plus que maintenant. Donc ça, en fait, il faut le comprendre. C'est pareil pour la location pro, hein, pour tout ce qui va être emplacements commerciaux, etc. C'est un petit peu moins connu. Ça peut aussi rapporter beaucoup et c'est beaucoup moins d'emmerde que de traiter avec des particuliers. Et en général, ça rapporte en plus beaucoup plus. Mais ce n'est pas accessible tout de suite, c'est plus compliqué à l'achat, etc., etc. Et ensuite, il y a tout l'immobilier papier. Bon, là, je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail. Il y a les SCIC, ce sont les entreprises foncières qui sont cotées en bourse. Les SCPI, c'est des entreprises foncières qui ne sont pas cotées en bourse, avec des fiscalités plutôt avantageuses. On aura les OPCI, on a même des fonds en euros qui sont uniquement et quasiment investis dans de l'immobilier, par exemple papier. Il y a même du crowdfunding, donc du financement participatif, etc. etc. Bon, voilà. Il y a plein de choses à faire en immobilier. Et on va terminer avec les business en ligne. Alors, je ferai la partie formation en dernier. Il y a l'e-commerce. Bon, l'e-commerce, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses que moi, je trouve vraiment malsaines qui sont faites aujourd'hui dans l'e-commerce, à la limite, pour moi en tout cas, de l'arnaque. J'en parlerai plus précisément en fait dans une vidéo dédiée parce que je ferai vraiment une vidéo par pilier. Donc le dropshipping, moi je n'aime pas du tout parce qu'en fait dans toute la catégorie business en ligne, c'est vraiment entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est une personne qui va créer de la richesse, qui apporte de la valeur ajoutée et donc en apportant de la valeur, il va recevoir de l'argent. Là où j'ai beaucoup de problèmes, c'est que maintenant, tout le monde veut être entrepreneur et beaucoup de personnes n'apportent aucune valeur mais estiment qu'ils doivent quand même gagner de l'argent. Et c'est ça en fait qui me pose beaucoup de problèmes. Donc le e-commerce, ça en fait partie. Il y a beaucoup de personnes, pas tout le monde, il y a des personnes qui le font bien, mais beaucoup de personnes, notamment le dropshipping, qui se prennent pour des entrepreneurs, qui n'apportent aucune valeur ajoutée et qui se permettent de prendre des marges de malade. Donc ça, on pourra en parler plus longuement parce que sinon la vidéo va s'éterniser. Il y a le freelance. Aujourd'hui, honnêtement, beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes peuvent se mettre à leur compte. Mais vous n'imaginez pas en fait l'avantage et l'intérêt aujourd'hui d'être à son compte, quitte à ce que vous négociez avec votre boîte en disant écoute, moi je veux plus un CDI, je veux me mettre en freelance et tu me réembauches. Tout le monde en fait peut y gagner. L'entreprise, elle, a plus de flexibilité, vous négociez un meilleur salaire et honnêtement, être freelance aujourd'hui, c'est vraiment obligatoire pour tous ceux qui peuvent se le permettre. Tous ceux qui sont dans l'informatique, vous êtes développeur, designer, développeur back-end, front-end, ce que vous voulez, vous pouvez tout faire à distance. Vous devez absolument passer en freelance. Vous gagnerez plus d'argent, vous serez libre d'accepter les projets que vous voulez et ensuite vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin en fait de poser vos congés, etc. Ça, c'est un début de liberté financière. C'est un début parce qu'au final, vous devez quand même troquer votre temps contre de l'argent. Mais vous gagnez quand même en liberté. Et ensuite, vous gagnez plus d'argent. Soyez intelligent. Investissez l'argent que vous gagnez en surplus. Très important. Et comme ça, en l'espace de 5 ans, 10 ans, 15 ans, à force d'investir, de mettre de côté, vous aurez suffisamment investi pour pouvoir en vivre et si vous le voulez, arrêter votre activité ou juste la continuer quand vous avez envie. Donc le freelance, c'est maintenant c'est vraiment possible grâce à Internet, principalement grâce à Internet, parce qu'on peut tout faire à distance. Et en plus, si vous voulez partir dans un autre pays, vous pouvez. Et pourquoi pas en plus partir et quitter l'enfer fiscal français pour aller en fait dans un pays où il y a une imposition classique et non pas en fait subir la fiscalité française. Je le rappelle, on parle de paradis fiscaux, il y a des enfers fiscaux. La France est le pays le plus imposé de l'OCDE, même plus maintenant que les pays d'Europe du Nord. Donc si vous en avez marre en fait de cette imposition qui au final nuit énormément
à la performance, que ce soit de vos investissements ou même le fait en fait de pouvoir mettre de l'argent de côté, si vous en avez marre, mais si vous êtes freelance, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez en fait partir dans un autre pays européen, à l'autre bout du monde, etc. Avec une fiscalité beaucoup plus intéressante que de subir cet enfer fiscal. Parce que non, vous n'avez pas à le subir en fait. Et il faut comprendre que la fiscalité, c'est très important pour atteindre la liberté financière. Et malheureusement, rester en France, c'est très compliqué. C'est possible, hein. On peut devenir libre financièrement en restant en France, mais autant vous le dire, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous avez une activité qui va être taxée à hauteur de 30% plus la TVA, alors que dans d'autres pays, vous n'aurez peut-être pas de TVA car vous travaillerez avec des clients de l'étranger et vous aurez une imposition qui va être de 10, 15, 20%, voire même pourquoi pas zéro, ben, ça vous change la vie. Ça vous change la vie et je peux vous assurer que ça peut faire qu'une entreprise qui ne décolle pas en France peut décoller à l'étranger juste à cause de la fiscalité. Donc ça aussi, c'est vraiment, il faut le faire. Il faut le faire. Alors c'est une prise de risque, bien évidemment, parce que vous quittez un CDI, un emploi techniquement stable, sans risque, et vous passez à votre compte. Forcément qu'il y a une prise de risque, mais il y a toujours une prise de risque. On ne peut pas en fait espérer une meilleure vie, espérer un meilleur salaire sans prise de risque. Vraiment, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas le risque. Dans ces cas-là, on ne peut pas aspirer à vouloir mieux sans prendre du risque. Ou alors vous jouez au loto. Mais dans ce cas-là, j'espère que vous avez beaucoup de chance. Mais concrètement, sans prendre de risque, on ne peut pas espérer grand-chose. Ça, il faut le comprendre. Ensuite, il y a l'affiliation. Donc l'affiliation, ça veut juste dire que vous allez promouvoir en fait d'autres produits. Donc ça, c'est pareil, hein, il y a du bien, du pas bien, limite de l'arnaque, etc. Donc ça, c'est pareil, on pourra en parler. Je ne rentre pas trop dans le détail. En tout cas, moi, j'en fais un petit peu. J'en ai eu fait, donc je sais à peu près comment ça marche et surtout, je sais combien est-ce qu'on peut espérer vraiment gagner avec l'affiliation. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y en a qui disent que c'est de la connerie, on ne peut rien gagner. Alors que croyez-moi, on peut gagner avec l'affiliation. Si on n'a aucune éthique, on peut gagner même beaucoup d'argent avec l'affiliation. Après, tout est toujours une question, à mon sens, d'éducation et d'éthique et de savoir à quel point vous êtes prêt à aller pour gagner de l'argent. Car tout le monde peut devenir riche. Hein. Tout le monde peut devenir riche, mais arrivé à un moment, il faut traverser une frontière que moi, personnellement, je ne traverserai pas. Et ensuite, il y a les business physiques, bien évidemment. Hein, ça, c'est vieux comme le monde. Créer un business physique, c'est prendre un risque. Pourquoi ? Parce qu'il faut investir de l'argent, parce que les banques, en général, elles ne financent pas. Donc, on va investir son propre argent. Très souvent, on va investir tout ce qu'on a. Il faut payer un loyer, il faut investir dans des machines, etc. Il faut ensuite réussir à vendre, à avoir des clients, etc. C'est compliqué. Ça, également, j'ai pas mal d'expérience là-dedans depuis maintenant une année. Et ensuite, il y a la formation et le coaching. Alors, techniquement, en fait, quand on va acquérir, par exemple, une de ces connaissances que vous avez ici, ensuite, si on devient expert d'un domaine, on peut se dire, écoute, maintenant, je peux partager mes connaissances. Et donc, on peut faire des formations, on peut faire du coaching. Bon, le principal problème qu'il y a aujourd'hui avec ça, c'est que tout le monde est expert de tout. Et qu'aujourd'hui, en fait, les gens, au lieu en fait de d'abord trouver une expertise qu'ils veulent l'acquérir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord une formation et après, ils vont se dire, tiens, j'ai envie de faire une formation sur de la colocation. Tiens, allez, je prends une formation ou des livres sur de la colocation, je fais une formation et je la vends. Voilà ce que font aujourd'hui une bonne partie des pseudo-formateurs. Donc ça, c'est insupportable. Parce qu'en fait, ça donne une très mauvaise image au final de la formation en ligne. Je ne parle même pas de ceux qui font du copier-coller, qui vont acheter une formation pour juste refaire une autre formation qui est du copier-coller grossier et très souvent très mal fait et qui vont également la revendre très souvent moins cher. Et en plus, ils vont très souvent utiliser des techniques de vente qui sont utilisées soit par ceux qui font des bonnes formations et aussi par ceux qui font, et excusez-moi du terme, de la grosse merde. Voilà. Donc, dans la formation en ligne, c'est pareil. C'est une révolution parce qu'on peut se former aujourd'hui très rapidement, comme par exemple moi, j'ai dépensé en fait plusieurs milliers d'euros dans des formations pour me former sur la bourse, entre livres et formations. Et en l'espace de quelques mois, j'ai pu acquérir en fait plus de connaissances sur la bourse que quasiment tout le monde. Ça a été un gain de temps complètement dingue parce que j'ai bien choisi la formation, j'ai bien analysé la personne, son expérience, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est que tout le monde est expert de tout et tout le monde crée des formations sur tout. Et ça, c'est insupportable parce que avant que moi, je crée ma formation sur les crypto-monnaies, j'ai quand même investi en fait dedans pendant près de 4 années. J'ai acquis quand même pas mal d'expérience pour ensuite
travailler durant des mois et des mois pour retranscrire tout ça au sein d'une formation et me permettre de la vendre. Je pourrais faire des formations sur tout ce que je veux maintenant. Je pourrais faire des formations sur la colocation, sur la location courte durée, sur les business physiques, sur l'affiliation, sur même comment vendre des formations. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'estime que je n'ai pas suffisamment d'expertise dans ce domaine. Je sais le faire, mais ça ne veut pas dire que j'ai suffisamment d'expertise pour résoudre tous les problèmes, pour répondre à tous les clients et pour être capable de faire un produit suffisamment complet. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, on peut faire des formations en ligne, on peut former les gens, on peut les coacher, mais quand on a acquéri de l'expérience et surtout qu'on a testé ce qu'on est en train de dire et qu'on est la preuve vivante que ça a marché. Combien de personnes aujourd'hui font des formations qui n'ont jamais eux-mêmes jamais testé? C'est n'importe quoi. Donc ça aussi, on pourra en parler. À mon sens, ça a été en fait tellement abusé par beaucoup d'influenceurs qui disent que tout le monde peut réussir, tout le monde peut être libre, tout le monde peut faire des formations en ligne, tout le monde peut vendre alors que les gens n'ont rien à vendre. Et c'est bien tout le problème en fait, c'est bien tout le problème. Voilà, donc j'espère que c'est clair, j'espère que déjà j'ai pu partager beaucoup d'informations avec vous sur tout ce qui est possible aujourd'hui de faire pour acquérir la liberté financière. Bien sûr, pour être libre financièrement, il va falloir sélectionner juste une chose. Commencez pas à vouloir tout faire, ça ne sert à rien. Ceux qui veulent tout faire, ils ne vont rien faire. Donc vous choisissez votre domaine déjà qui vous plaît, il faut que ça vous plaise. Et ensuite, vous sélectionnez exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Vous commencez à gagner une expertise, soit par vous-même, ça va être long, ça peut vous faire perdre de l'argent, mais vous pouvez le faire, soit via la lecture, soit via la formation en ligne, soit via tout. Moi, pour la bourse, j'ai acheté des centaines d'euros de livres, j'ai acheté pour des milliers d'euros de formations et en l'espace de quelques mois, j'ai pu vraiment acquérir beaucoup de connaissances. Je ne m'estime pas encore assez expert du domaine parce que j'ai besoin d'un peu plus de recul par rapport à ça. Mais voilà, donc maintenant, c'est à vous en fait de faire l'effort, de travailler. Ça peut vous demander 1 année, 2 années, 3 années de travail intensif. Et très souvent, si vous avez un boulot à côté, il faudra travailler encore plus, bien évidemment. C'est ce que j'ai fait pour réussir dans un domaine. Et quand vous avez réussi dans le domaine, que vous avez acquis une certaine expertise, que vous arrivez à vous dégager peut-être pas suffisamment de salaire pour en vivre, mais déjà des premiers salaires, ensuite, vous pouvez commencer à encore développer, voire aller chercher d'autres types d'investissements. Vraiment, faites un à la fois. N'essayez pas de tout faire et vendez en fait votre expertise le jour où vous avez une expertise. Ça, c'est vraiment important parce que le problème aujourd'hui, c'est que les 3/4 et même je pense plus de toutes les formations en ligne qu'on peut trouver, honnêtement, ça vaut rien. Et j'en ai acheté qui valaient rien, je peux vous le dire, ça vaut rien. Dépenser des milliers d'euros pour une formation où tu n'apprends rien parce que ça gratte la surface, c'est très énervant. Et il ne faut pas pour autant en fait croire que toutes les formations sont comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont dû se faire avoir avec des pseudo-experts qui vendaient en fait des pseudo-formations et qui pensent maintenant que toutes les formations sont pourries, alors que ce n'est pas le cas. Et une formation, ça peut demander 6 mois, 1 an de travail. J'en connais certains qui ont fait des formations, ça leur a pris plus d'1 année, 1 année et demie de travail entre le moment où ils ont commencé à la faire et où elle a été terminée. Donc c'est un travail qui est immense, je ne pense pas que vous vous rendiez compte, mais c'est immense. Alors bien sûr, si on fait un copier-coller, en quelques semaines, c'est plié, mais ça vaut rien. Voilà. Allez, j'espère que c'est clair. Alors je ferai maintenant une vidéo dédiée pour chaque pilier pour vraiment rentrer dans le détail, pour vous expliquer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible et pour vraiment disséquer chaque pilier. Allez, dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. Vraiment, là, j'essaie de partager absolument tout ce que j'ai pu acquérir de par mes années maintenant en étant libre financièrement. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo dimanche prochain, 9 h. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci.